Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. On reprend les bonnes vieilles habitudes des pourquoi j'aime et des pourquoi je n'aime pas, l'un des formats les plus vieux de la chaîne. Je change pas la formule, je change pas le format, il reste le même, c'est je pense d'ailleurs le seul qui reste totalement le même, ni le nom change ni la formule. Le concept est très simple, vous parlez de 3 films individuellement, des films qui n'ont pas forcément de lien entre eux et vous expliquer pourquoi je les aime ou dans le cas présent pourquoi je ne les aime pas. Aujourd'hui on va parler de 3 films relativement connus, The French Dispatch de Wes Anderson, Stand By Me et Pinocchio, le nouveau remake live de Disney. Je perds pas plus de temps, c'est parti, on commence avec le premier film. Sorti l'année dernière dans les salles obscures, The French Dispatch est le 10e et pour l'instant dernier film du réalisateur américain à succès Wes Anderson. Bien que ce dernier s'appuie énormément sur l'aspect esthétique de son film pour l'intégrer pleinement à sa filmographie qui de base est composée d'œuvres très visuelles, il y inclut également une histoire, même plusieurs histoires. Dans les années 50-60, à Ennui-sur-Blasé, oui c'est vraiment le nom de la ville, une évocation de Paris, le rédacteur en chef du journal Le French Dispatch, Arthur Howitzer Jr., qui est joué par Bill Murray, décède d'une crise cardiaque. Comme évoqué dans son testament, le journal ne publiera qu'un ultime numéro, composé de 3 anciens articles déjà apparus dans le French Dispatch. Comme je l'ai dit, 10e film et pour l'instant dernier film de Wes Anderson. J'ai failli faire une vidéo sur Wes Anderson, j'ai failli faire un clap il y a quelques temps, un peu avant mon break là, la période où je sortais quasiment rien. J'ai vite abandonné parce que forcément quand je fais un clap il faut que je me fasse tous les films du réalisateur en question, puis que je sélectionne ceux que j'ai préférés, que j'en fasse un classement, un top 10, et après j'écris la vidéo et je la fais. Là j'ai même pas eu le courage de faire toute sa filmographie tellement je ne suis pas fan du tout de sa filmographie. Je dis pas que je me la ferai pas un jour, par exemple il y a des films que j'ai pas vu de lui, par exemple The Grand Budapest Hotel, je ne l'ai jamais vu, je compte bien sûr le voir, mais il y a des films que j'ai commencé que j'ai jamais pu finir, Moonrise Kingdom par exemple, c'est chiant à crever. Je dis pas que c'est un mauvais réalisateur, pas du tout, mais son style de film, en tout cas ce qu'il fait maintenant, ce qu'il fait depuis The Fantastic Mr. Fox, ça me convient pas. Ce qu'il faisait avant, honnêtement, c'était très bon, parce qu'il y a des films de Wes Anderson que j'aime beaucoup. Rushmore, par exemple, c'est incroyable. Et ce qu'il fait maintenant, je trouve ça moins bon. Et The French Dispatch, en parlant de The French Dispatch, je peux clairement vous dire pourquoi j'aime moins les films de Wes Anderson qu'avant. Bien sûr, le film est esthétiquement, visuellement splendide, magnifique, comme la plupart des films de Wes Anderson. C'était pas forcément le cas au début, il faisait des films normaux, des films américains normaux, budget normal, et il n'était pas, enfin, voilà, c'est pas des films qui sont forcément réputés pour leur aspect visuel. C'est des films qui sont plus réputés pour le coup, pour leurs personnages et pour leur histoire. Et ce que fait Wes Anderson maintenant, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est des films qui sont, encore une fois, très beaux, par exemple The French Dispatch, tous les plans sont des œuvres d'art. Wes Anderson fait du Wes Anderson actuel. C'est un réalisateur qui, en ce moment, est réputé pour ça. Et The French Dispatch est, encore une fois, magnifique. Visuellement, c'est de l'art. Seulement voilà, la raison pour laquelle je suis particulièrement fan de cinéma, de 7e art, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le 7e art, c'est pas pour rien qu'il est arrivé après les autres, c'est parce qu'il combine plein d'arts différents. Il combine le visuel pour la peinture, il combine la musique, pour la musique, le jeu d'acteur pour le théâtre, des fois la 3D avec la sculpture aussi. Ça se regroupe dans un seul et même art qui est le cinéma. C'est pour ça que je suis passionné de cinéma, c'est parce que c'est pour moi l'art le plus complet. Et le truc c'est que Wes Anderson, il a pas compris ça en fait. Il comprend pas que le cinéma c'est justement ça. Si il essayait de faire tout mais qu'il échouait, ce serait pas grave. Je veux dire, la plupart des réalisateurs font ça souvent, même les meilleurs, parce qu'aucun film n'est parfait. Mais lui, il le fait de manière complètement volontaire en fait. C'est-à-dire qu'avant, il faisait des films qui n'étaient pas spécialement beaux, mais qui étaient super intéressants scénaristiquement, avec des bons personnages, des dialogues super bien écrits, etc. Comme Rushmore par exemple, qui est son meilleur film. Et maintenant, il fait l'inverse. Il fait des films qui sont très beaux, donc pour ce qui est de l'art visuel, etc., c'est complètement... c'est génial, etc. Et là, on le retrouve complètement. Mais pour ce qui est du côté des histoires, du jeu d'acteur, du reste, du fond du film, c'est le vide intersidéral. C'est chiant à crever, The French Dispatch, on est bien d'accord. Ça parle de 3 histoires qui ne sont absolument pas liées les unes des autres, qui ne sont pas si intéressantes que ça. Les acteurs ne jouent quasiment pas parce que la plupart, il n'y a pas beaucoup de dialogue, voire pas du tout. Que retenir de ce film autre que l'aspect visuel? Je trouve ça très dommage qu'un mec comme Wes Anderson soit si influent et si populaire actuellement, alors qu'il ne fait que de l'art visuel.
Et le cinéma, c'est pas que de l'art visuel. Selon le type de film, il y a certains aspects qui vont être plus importants que d'autres. Dans un film comme les Avengers, par exemple, l'aspect visuel est bien sûr plus important que l'aspect scénaristique. Parce que l'aspect scénaristique, ça ne volera jamais très très haut. Il y a des films comme souvent des films d'auteur, par exemple. Quand je vais voir un Dupontel, par exemple, ça a beau être des films qui sont très beaux visuellement, hein, quand même. Mais c'est pas forcément ça que je vais attendre. Par exemple, le prochain Dupontel, ce sera sur de la politique. Je n'attends pas à être époustouflé visuellement. J'attends à être captivé et intéressé par l'histoire. Dans un film de Wes Anderson, pour le coup, pour moi, les deux sont super importants parce que justement, il a commencé par des histoires super intéressantes, donc il est censé en faire toujours. Et maintenant, en plus, il a les moyens, il a les contacts et il a le talent, l'expérience pour faire des films qui sont visuellement parfaits. Donc pourquoi ne pas combiner les deux? Et il le fait pas, c'est pour ça que ça me dérange énormément. Après, je dis pas que c'est un mauvais film, juste pour moi, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas du cinéma, mais c'est pas mon cinéma. J'en ai fini pour The French Dispatch, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film dans les commentaires. On passe tout de suite au deuxième film. Sorti en salle il y a aujourd'hui 36 ans, en 1986, Stand By Me est un drame d'aventure réalisé par Rob Reiner, réalisateur de Quand Harry rencontre Sally. Seul film à s'être réellement démarqué de sa filmographie, Stand By Me est devenu sans aucun doute l'un des films d'adolescents les plus cultes de tous les temps, avec par exemple Les Goonies, Donnie Darko ou encore ça. Exactement dans la même période que The French Dispatch, décidément, plus précisément en 1959 et dans l'Oregon cette fois, 4 préadolescents apprennent la disparition d'un garçon de leur âge, Ray Brower, disparu des radars depuis déjà 3 jours. Dans l'espoir de retrouver non pas Ray mais son corps et donc de passer dans les journaux grâce à cette potentielle découverte, Gordy, Chris, Teddy et Vern décident de partir à sa recherche. J'ai cité les Goonies parce que c'est vraiment les Goonies version pauvre en fait. Les Goonies c'est quoi? C'est une bande de gamins, de pré-ados, ados, qui partent à la recherche de quelque chose, hein, et qui ont tous des personnalités différentes et des personnalités auxquelles on s'attache et qui sont hautes en couleurs. C'est clairement la force du film des Goonies, c'est pour ça qu'on adore ce film, et c'est ce que Stand By Me essaye de faire. Faut savoir que Stand By Me il est sorti je crois 2 ans ou 1 an après les Goonies seulement. Pour ce qui est des personnages en eux-mêmes, ça marche, pas autant que les Goonies, mais ça marche quand même. Ils sont plus ou moins attachants, intéressants, ils sont pas développés, le film est assez court et on s'intéresse pas vraiment aux personnages en eux-mêmes, c'est assez dommage d'ailleurs, mais c'est pas les personnages qui me dérangent. D'ailleurs, le fait que le film soit court permet qu'il passe très vite, ce qui est aussi sympa. Parce que même si le film est mauvais, pour moi en tout cas, au moins ça passe vite. C'est déjà un bon truc à retenir. Et l'histoire, pour moi, hein, encore une fois, c'est pourquoi je n'aime pas, hein, pas pourquoi c'est mauvais. Je dirais pas que c'est mauvais. C'est mauvais pour moi, mais c'est pas mauvais. Si c'était mauvais, ce serait pas aussi culte. L'histoire de ce film, qui peut aller dans les commentaires là, de cette vidéo et me dire quel est l'intérêt de cette histoire? C'est juste 4 pré-ados, 4 gamins, qui se baladent dans la forêt, qui cherchent un autre gamin, qui font des vannes de temps en temps. Il n'y a rien d'autre à retenir de ce film. Les dialogues sont pourris, mais vraiment, j'en ai retenu aucun, tellement c'est écrit de manière extraordinairement simpliste. J'ai aussi parlé de ça tantôt, le premier film ça qui est sorti en 1990, qui est très bon, hein, par ailleurs, mais c'est un téléfilm. Ça il faut savoir, c'est un téléfilm, c'est un film qui a du coup qui a eu un budget moins gros que s'il avait été tourné pour le cinéma. Ça se ressent, on va pas se mentir, hein, le premier film ça, c'est pas du grand art visuel, hein. Et pour moi Stand By Me c'est parfaitement ça. C'est super mal filmé, c'est de la série B, clairement. Au niveau de la mise en scène, c'est aussi vide que le scénario. Ce que tu vas retenir d'un film, hors blockbuster, un blockbuster c'est encore différent, mais ce que tu vas retenir d'un film de cinéma, c'est l'histoire, et c'est mieux, la mise en scène. Une histoire chiante, une mise en scène méga plate, méga académique, il n'y a rien d'intéressant qui est proposé, mais vraiment rien, c'est même tout l'inverse. C'est mal cadré, c'est mal filmé, même la scène du train, qui est censée être la scène la mieux filmée du film, parce que c'est celle où il y a le plus de tension, d'enjeu, de suspense. C'est la seule scène que j'ai retenue du film d'ailleurs. Elle est super mal filmée, c'est incroyablement mal filmé,
Oh. Et on peut pas me sortir des excuses à la oui mais c'est sorti il y a 40 ans, se fait un effort, nanana. Les gars, 10 ans plus tôt il y avait Star Wars qui sortait au cinéma. Et plus de 40 ans plus tôt il y avait le Magicien d'Oz qui sortait aussi au cinéma. Hein. Pour moi, Stand By Me, je comprends pas, déjà je comprends absolument pas pourquoi c'est culte. Mais vraiment. Genre quand j'ai commencé le film, je me suis dit bah c'est un film culte donc ce sera forcément bon. Bah non. Pour moi c'est de la série B, pour moi c'est un téléfilm. C'est pas un film. Voilà. J'en ai fini pour Stand By Me, on va passer au troisième et dernier film de la vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis sur Stand By Me dans les commentaires. N'hésitez pas aussi si votre avis est très différent du mien, ce qui est complètement possible, parce que j'évite de mettre des films trop merdiques dans les vidéos, pourquoi j'aime pas, sinon c'est pas intéressant. Faites-le moi savoir de manière respectueuse, hein, ça peut être plus sympathique. On passe du coup au troisième et dernier film de la vidéo, c'est parti. Sorti en septembre dernier sur la plateforme de SVOD Disney+, Pinocchio est, comme son nom l'indique, un remake en prise de vue réelle du film d'animation cultissime de Walt Disney, sorti 82 ans plus tôt tout de même, en 1940. Il succède à d'autres chefs-d'œuvre d'animation à avoir droit à son remake live comme Le Roi Lion, La Belle et la Bête ou plus récemment La Belle et le Clochard, mais également à bon nombre de films sur le petit garçon de bois dont le mythe n'appartient pas à Disney. On y suit donc sans trop de surprise l'histoire d'une marionnette en bois que son créateur, Geppetto, joué par l'immense Tom Hanks, décide de baptiser Pinocchio. Seulement une nuit, une fée bleue réalise le souhait qu'avait Geppetto en fabriquant la marionnette, c'est-à-dire avoir un enfant. Elle donne ainsi naissance à Pinocchio qui prend vie et qui devra faire ses preuves pour devenir un vrai petit garçon. 177e remake live de Disney. Bon, celui-là est sorti sur Disney+. Honnêtement, s'ils sortent leur remake sur Disney+, je suis pas contre du tout, parce que c'est tellement nul comme idée de faire des remakes tous les ans, que si c'est que sur Disney+, ça me va. Si ça pollue pas les salles de cinéma, je m'en fous. J'avais pas mal d'espoir sur celui-là, parce que je me disais, Tom Hanks qui joue Geppetto, c'est réalisé par Robert Zemeckis. Bordel! Le réalisateur de Retour vers le futur quand même, par exemple. J'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir après. Il y a qui d'autre? Il y a Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Jiminy Cricket. Je me dis, casting de dingue, réalisateur de folie, ça peut faire quelque chose. Après je me suis dit, ça sort sur Disney+, et pas au ciné, ça pue un peu. Et j'avais raison, parce que c'est pas ouf quoi. C'est pas mal réalisé, c'est pas mal filmé du tout, les effets spéciaux sont pas mal, c'est pas désagréable à regarder. Je suis pas convaincu à 100% de l'esthétique des personnages fantastiques, on va dire, qui apparaissent dans le film. Pinocchio, par exemple, bah, c'est exactement le Pinocchio du film d'animation, mais en 3D, et qu'ils ont mis comme ça dans le monde réel. Enfin, dans le monde de la prise de vue réelle. C'est pas du tout réaliste, par conséquent, ça m'a pas forcément convaincu. J'aurais préféré par exemple qu'ils changent complètement l'esthétique de Pinocchio pour faire quelque chose de plus réaliste, un truc vraiment en bois par exemple, comme le film le film italien, là, j'ai oublié c'était qui. C'est pas Benigni, mais non c'est pas Benigni. Benigni joue dedans je crois. Matteo Garonne, voilà, qui est sorti en 2019, qui a pas des très bonnes notes, mais là pour le coup, je vous mets une image de ce à quoi ressemble Pinocchio dans ce film-là, film qui n'appartient pas à Disney, hein, je précise bien sûr. Bah là pour le coup c'est plus ou moins réaliste. Ça reste une marionnette qui parle et qui bouge, mais on dirait une vraie marionnette en bois. Et le Pinocchio du remake, pas du tout. Pour ce qui est de Jiminy Cricket, bah moi pour le coup j'aurais peut-être préféré qu'ils retirent carrément le personnage. Par exemple c'est ce qu'ils ont fait avec Mouchou dans Mulan. Après Pinocchio ça se veut pas du tout sérieux, on va pas se mentir. Mais c'est un film qui est plus pour les enfants, ce qui n'est pas le cas du remake de Mulan. Mais je sais pas, voir un criquet avec une grosse tête acide et un chapeau dans un film qui est censé être en live action, donc plus en prise de vue réelle, donc qui est censé être réaliste, bof. Ça reste un film de 2 heures, ce qui est une durée relativement conséquente, et ça passe très vite. C'est sympa, l'histoire est sympa pour les enfants, c'est parfait. Hein. Bon, ça c'est du Disney quoi, c'est normal en fait, hein, c'est du divertissement. J'ai parlé du casting d'Orto qui m'avait donné un espoir immense pour ce film. Bah j'aurais pas dû parce que je n'ai jamais vu Tom Hanks jouer aussi mal. Évidemment qu'il était là pour son cachet, parce que bah quand tu t'appelles Tom Hanks, que tu es un acteur cultissime depuis des dizaines d'années, que tu as remporté 2 Oscars, hein, que tu es considéré par beaucoup de gens comme le meilleur acteur du monde, jouer dans un remake live Disney, tu t'en bats clairement les couilles, tu le fais pour l'argent. C'est ce qu'il a fait. J'ai pas dit qu'il avait tort. Hein. Moi, si je pouvais gagner autant d'argent que lui, je pense que je le ferais. Je suis tellement déçu
de Zemeckis en fait. Parce que ce mec, enfin bon après tu vas me dire ses films récents sont pas extraordinaires, mais ça reste un réalisateur, mais un des réalisateurs les plus cultes de l'histoire du cinéma. Il a fait des films Retour vers le futur, bordel. Enfin, c'est pas un nanar, c'est pas une catastrophe, mais on aurait pu faire tellement mieux. Il y avait tellement de potentiel, une histoire faite par Disney, le public par conséquent de Disney qui était là, les acteurs, le réalisateur, il y avait tellement de possibilités de faire quelque chose de parfait et c'est tellement pas parfait. C'est vraiment dommage. Bon voilà, j'en ai fini, je pense que j'ai plus grand chose à dire sur Pinocchio et par conséquent j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai adoré la tourner. C'est vrai que c'est des vidéos qui sont très simples à faire et dans lesquelles je suis souvent très bon, en toute humilité, où je parle de manière plus fluide que dans certaines autres vidéos. Et j'aime bien parler de films comme ça, des films aléatoires, donner mon avis dessus, dans le respect et la bienveillance, comme ce sera votre cas, j'espère, dans les commentaires. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!